a donné le cœur de figurer parmi les meilleurs. Quand vous apparaissez sur le tapis vert, nous sommes tous convaincus au club des supporters. Et si certains vous trouvent un peu jojo, oui le numéro 1 ce sera Sochaux. Allez Sochaux, allez, 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 allez Sochaux, allez Sochaux, allez, 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 allez Sochaux. De l'animal royal vous avez le sang bleu, et les rois du football c'est vous, c'est merveilleux. On vous a fait confiance, vous nous le rendez bien, alors ce soir on tape dans nos mains. Vous remercier et vous encourager, tous ensemble décidons de chanter. Allez Sochaux, allez, 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 allez Sochaux, allez Sochaux, allez, 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 allez Sochaux. On peut lire vos étoiles dont ils sont les témoins. Dans le reflet des sports, tout le monde est d'accord pour proclamer c'est Sochaux le plus fort. Équipe en air d'acier, vous nous avez comblés par tant de matchs que vous avez gagnés. Et jusqu'à la finale, nous ferons le chemin en chantant tous en cœur sur le frein. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport. On est ensemble de 18h à 19h30 pour refaire toute l'actualité sportive au niveau national, international et bien évidemment surtout régional. Ce soir au programme, on va revenir sur ce qui s'est passé en Ligue des Champions la semaine dernière avec pas mal de péripéties. On va revenir également sur ce qui s'est passé pour la 14e journée en Ligue 1. On va parler également de la 15e journée en Ligue 2 avec le Sochaux-Montbéliard qui n'a pas joué ce week-end mais qui jouera ce mardi contre le Pau FC. On espère bien évidemment une victoire des hommes d'Omar Daf. On va revenir également sur ce qui s'est passé du côté du handball avec l'équipe de France et nos 3 joueuses franc-comtoises qui sont en lice du côté du Danemark. On viendra également sur ce qui s'est passé pour le Grand Besançon de handball qui disputait un match ce week-end du côté du Palais des Sports Gagny-Yallouze. On va revenir également sur le Besac Basket. Enfin bref, vous avez compris, on va revenir sur tout ce qui s'est passé dans le sport du côté de l'Hexagone et puis bien plus loin, bien évidemment. Bon, ce soir, je serai tout seul car monsieur Frédéric Fitch m'a abandonné. Donc on lui passe le salut. Donc d'ailleurs je profite pour lancer un appel. Si vous êtes fan de sport, parce qu'il faut quand même être un peu fan de sport pour venir dans cette émission, pas de problème. Vous nous contactez via la page Facebook Soyons Sport, via la radio Shalom Besançon, et puis vous viendrez dans cette émission chroniquer un petit peu, nous dire un peu ce que vous pensez, vos sports préférés, et puis également, bien évidemment, on en parlera. Là, ce soir, on va parler, tout d'abord, on va déjà faire un hommage. Vous savez que Gérard Houllier, l'ancien sélectionneur des Bleus, qui a entraîné également Liverpool et puis Lyon, est décédé à l'âge de 73 ans. Après, quelques jours après avoir subi une nouvelle opération de l'aorte. Donc, bien évidemment, on a une grosse pensée pour lui. On adresse tout d'abord nos sincères condoléances à sa famille et puis également à ses proches. C'est une bien triste nouvelle ce soir. D'ailleurs, on lui dédie cette émission.
On va revenir sur ce qui s'est passé notamment en Ligue des Champions, car il y avait le tirage aujourd'hui, mais on vend le tirage, je vais vous le donner après. On va revenir un peu sur ce qui s'est passé la semaine dernière, hein, avec, vous l'avez sans doute suivi, avec ce match qui n'a pas eu lieu du côté des Parcs des Princes, tout d'abord qui a eu lieu, mais qui a commencé, qui s'est terminé à la 13e minute de jeu, suite au 4e arbitre qui aurait insulté Pierre-Achille Webo. Donc je mets bien au conditionnel, hein, car il y a une enquête en cours. Voilà ce qui s'est passé. Bon, prêtez l'oreille. À la 13e minute de jeu, tout le Parc des Princes, enfin, le Parc des Princes était à huis clos, mais évidemment, tous les joueurs se sont arrêtés. Et on a entendu ça, oui, comme il n'y a pas de public, on entend tout. Voilà, on va vous proposer maintenant une séquence de ce qui s'est produit. Les premières secondes sont en roumain, ce n'est pas sous-titré, mais prêtez l'oreille, vous allez entendre clairement les mots qui sont prononcés. Ensuite, quelques secondes après le début de la séquence, vous allez voir que l'anglais est sous-titré, lui. Voilà la séquence de ce qui s'est passé tout à l'heure, captée par les caméras RMC Sport. Wait. Voilà net. But why is it negro? Pourquoi il dit negro le 4e vite? Why is it negro? C'est negro, hey! Mais pourquoi il dit negro? Bon, je pense que tout le monde a entendu. Why you say? Bon, moi je n'ai pas envie d'aller plus loin, de dire voilà le mot juste après. Donc je pense que vous l'aurez bien compris. Bon, le 4e arbitre aurait peut-être insulté, aurait fait des insultes racistes envers Pierre-Achille Webo. L'enquête, comme je le disais, est en cours. C'est vrai que ça a été une situation scandaleuse, on peut le dire. Et les joueurs de Başakşehir n'ont pas voulu reprendre le jeu. Dembaba est venu sur le terrain et a demandé à ses coéquipiers de rentrer au vestiaire, tout comme les Parisiens, on le voit avec Neymar, et également Kylian Mbappé et Prenel Kimpembe qui ont demandé aussi aux joueurs parisiens de regagner le vestiaire. À 22h, l'UEFA indique que le match doit reprendre, mais les joueurs de Başakşehir n'ont pas repris le jeu. Il faut savoir que le club d'Istanbul, Başakşehir, est détenu lui aussi par les membres de la famille du président turc Erdogan. Donc voilà, c'est monté très haut, hein, c'est monté jusqu'au sommet de l'État turc. Et le jeu n'a pas repris. Le match s'est déroulé le lendemain avec la victoire des Parisiens 5-2. Moi, je pense que c'est une bonne chose que les joueurs ne soient pas revenus sur le terrain. Après, l'enquête dira si oui ou non c'était des insultes racistes. Mais en tous les cas, c'est une bonne chose que les joueurs n'aient pas repris le jeu. Et ils devraient le faire plus souvent, parce que souvent on entend aussi des insultes provenant des tribunes. Et j'espère en tout cas que cette on va dire jurisprudence fera date, et que les autres joueurs aussi prendront leurs responsabilités. Et c'est vrai qu'il y en a un peu marre d'avoir toutes ces insultes dans les stades. On ne va pas dans un stade pour ça, on va pour prendre du plaisir, pour encourager notre équipe. Et c'est ça le plus important. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui s'est passé du côté de la Roumanie, car ces arbitres étaient roumains. Et eh bien, je vous propose d'écouter justement avec un correspondant qui était en Roumanie, c'est chez nos confrères de France Info, et ils l'ont interrogé à ce sujet, à savoir ce qu'en disait la presse roumaine sur ce qui s'est passé du côté du Parc des Princes. Et l'arbitre mis en cause est d'origine roumaine. On va tout de suite à Bucarest retrouver notre correspondant Mirel Bran. Bonjour Mirel. Cette affaire est-elle arrivée jusqu'à vous ?
Tout à fait, évidemment, toute la presse roumaine en parle. En fait, on a une presse divisée à ce sujet parce qu'une partie des journaux essaie de défendre l'arbitre roumain en expliquant un peu la linguistique, si vous voulez, du mot negru en roumain. Bon, c'est tout un débat linguistique, si vous voulez, parce que c'est vrai que le mot negru en roumain, qui veut dire noir, n'a pas la même connotation raciste qu'on peut avoir dans le mot nigger aux États-Unis ou d'autres. Donc l'arbitre roumain, il s'est défendu en jouant sur la langue roumaine. Il y a une partie de la presse qui a repris ses arguments, mais il y a une autre partie de la presse qui est encore plus consistante, qui le condamne parce qu'on trouve qu'utiliser ce mot qui a une charge raciste dans le contexte international, ça se fait pas. Voilà. Donc, qui est ce Sébastien Coltescu? Bon, c'est un jeune arbitre, hein, il a 43 ans, il a rejoint la Fédération internationale de football en 2006, je crois qu'il avait 29 ans à l'époque, mais il a eu une vie assez mouvementée. En 2008, il a eu une tentative de suicide, il a essayé de se défenestrer en accusant les pressions qu'il subissait dans les milieux du sport et du football en Roumanie. Il a eu 2 divorces en 2007 et le dernier cette année. Il a perdu ses 2 parents cette année, donc c'est quelqu'un qui, d'un point de vue émotionnel, est très fragilisé et sa biographie, on la voit un peu partout dans la presse roumaine, qui essaye souvent de prendre sa partie, enfin de le défendre. On a aussi une institution officielle en Roumanie, le Conseil national pour le combat de la discrimination. Ça, c'est vraiment un organisme officiel qui l'a condamné, qui l'a sévèrement condamné en disant que voilà, le mot negru en roumain, ok, ça ne veut pas dire la même chose que dans d'autres langues, qui n'a pas la même charge raciste, mais l'utiliser dans un contexte international, ça se fait pas, quoi. Ça se fait pas. Donc, l'arbitre roumain a été condamné par ce conseil et la Fédération roumaine de football dit qu'elle est en train d'analyser son dossier. Elle condamne aussi évidemment ces propos qui n'avaient pas lieu dans ce match. Donc la Fédération roumaine se délimite de son arbitre, mais en même temps on n'a pas donné un verdict officiel. Donc d'une part, pour conclure, la presse roumaine est divisée, hein, il y a des pour et des contre. Au niveau officiel, on a déjà une condamnation du Conseil national qui combat la discrimination en Roumanie, et on attend aussi la décision de la Fédération roumaine de football. Merci Mireille Brand en direct de Bucarest. C'était chez nos confrères de France Info pour savoir ce qui se passait du côté de la Roumanie, ce qu'en pensait justement cette presse roumaine. Alors il faut savoir que c'est, comme je le disais, c'est quand même monté assez haut au sommet de l'État. Je vous propose d'écouter également tout ce qui s'est passé, le report du match, les joueurs qui ont été salués, en tout cas pour ne pas avoir repris le match. C'était chez nos confrères d'RMC Sport. Alors le point, c'est que l'UEFA a communiqué il y a quelques instants l'officialisation du report du match à 18h55, mais a surtout précisé qu'une enquête allait être diligentée pour connaître la réalité des faits sur ce qui s'est passé lors de cette fameuse 13e minute. Ce qu'on peut vous dire, c'est que demain le match reprendra à partir de la 14e minute avec un corps arbitral qui sera changé dans son intégralité. Ce n'est pas seulement le 4e arbitre qui était impliqué ce soir dans la polémique, mais tout le corps arbitral qui était présent au Parc des Princes ce soir qui va être remplacé. Ce qu'on peut également vous dire, c'est que dès que les joueurs ont quitté ensemble le terrain du Parc des Princes, eh bien la sécurité s'est mise autour de ce 4e arbitre. Il a tout de suite escorté vers le car vidéo qui est mitoyen au Parc des Princes afin qu'il n'ait pas de contact avec les joueurs. Il y a Dembaba qui a tenté une médiation auprès de ses partenaires en leur disant bon, qu'importe qu'il aille faire de l'arbitrage vidéo, nous on va rentrer avec les joueurs du Paris Saint-Germain main dans la main. Les joueurs de Başakşehir n'ont pas accepté cette solution, d'autant plus que les personnes de l'UEFA qui étaient présentes pour des raisons sanitaires ont dit que c'était impossible de laisser des joueurs rentrer main dans la main. Donc cette solution a très très vite été écartée, comme une éventuelle rencontre qui se jouerait sur tapis vert. Ça aussi, ça a été tout de suite écarté. Et puis ce qu'on peut dire, même si l'impact n'est pas du tout le même sur les acteurs du jeu, c'est que Thomas Tuchel va vivre une situation qu'il avait déjà d'une certaine manière connue il y a 3 ans avec Dortmund lors du fameux attentat contre le bus de Dortmund avant le quart de finale aller face à Monaco. Il va falloir qu'il remobilise ses joueurs pour jouer demain, même si voilà, la nature des événements ce soir fait qu'a priori les joueurs du Paris Saint-Germain ne seront pas impactés par le fait de rejouer demain.
Merci pour toutes ces infos, Anthony Tobelem. Les réactions se multiplient. L'UEFA a même tweeté ce soir. Hein. Oui, il a mis du temps à venir ce communiqué de l'UEFA. On en parlait tout à l'heure. Il est tombé à 23h36 il y a quelques minutes ce communiqué de l'UEFA. L'UEFA qui a pris connaissance d'un incident lors du match de Ligue des Champions ce soir entre le PSG et Başakşehir et mènera une enquête approfondie. Le racisme et la discrimination sous toutes ses formes n'ont pas leur place dans le football. #NoToRacism. Et question pour le Lille Football Club ce soir, question intéressante quand même, où on nous demande si le racisme était descendu des tribunes, pensez-vous que les joueurs auraient eu la même réaction ce soir? Oui. Oui, parce qu'on l'a dit, il y a du chemin qui a été fait ces derniers mois, ces dernières saisons. Et je pense que si ça avait été avéré, si un joueur avait été choqué, avait dénoncé ça et en avait fait part à ses partenaires, éventuellement à ses adversaires, je pense qu'il y aurait eu la même mobilisation. Vous le pensez également? Oui, je pense qu'il y a une évolution. Elle n'est pas assez rapide. On aurait aimé qu'elle soit plus rapide. Il y a eu une évolution. Et aujourd'hui, ouais, je pense que retrouver des choses comme ça dans un stade de foot, ça aurait été vécu de la même façon. Qui viennent du terrain, des bancs, des tribunes. Ça s'est passé aux États-Unis. Le racisme, il faut le dénoncer. À San Diego, il y a quelques semaines, il y a une équipe qui a quitté la pelouse parce qu'un de ses joueurs avait subi des insultes homophobes. Oui. Donc c'est déjà arrivé. Mais à ce niveau-là, avec cet impact-là, ce match va servir d'exemple. Ouais. Mais alors, au niveau de la Ligue des Champions, peut-être, on sait ce qui se passe en Italie, par exemple. Est-ce que on va pouvoir dépasser les frontières? Là, il va peut-être falloir encore attendre un peu. Non, on peut pas extrapoler, on peut poser la question. Non, mais les joueurs, ils se parlent, ils voient comment se comportent les autres, ils prennent conscience des choses, et ça doit venir aussi de l'intérieur, ça doit venir d'eux. Exactement, c'était pas chez nos confrères d'RMC Sport, je me suis trompé, c'était nos confrères de Canal+, dans le Late Football Club qui revenait justement sur cet épisode, on va dire, scandaleux, et on espère en tout le cas que les joueurs vont prendre de plus en plus exemple sur cette rencontre, et puis dès qu'il y aura des insultes racistes, homophobes et tout ce qui s'ensuit, que les joueurs vont retourner au vestiaire et ne pas revenir sur le terrain. Car comme je disais tout à l'heure, on vient dans un stade, voilà. Ces insultes racistes n'ont rien à faire dans un stade, ils n'ont rien à faire dans la vie tout court, tout simplement. Donc on espère que ce match fera date et servira justement aux joueurs pour prendre position et puis arrêter les rencontres. Mais il y a eu quand même une rencontre avec le PSG qui le lendemain a battu largement cette équipe d'Istanbul, Başakşehir. 5-1. On va écouter tout de suite le résumé de cette partie. Mais avant, je voulais vous faire entendre quand même la réaction de Julien Stéphan, l'entraîneur de Rennes, et puis Feitou Mawassa qui réagissait justement après ces insultes racistes. Ce qui s'est passé du côté du Parc des Princes, on les écoute tous les deux. Si c'est avéré, je dis bravo sur la prise de position des deux équipes, d'arrêter, de sortir et de ne pas reprendre le match, parce que ça n'a pas lieu d'être sur un terrain de foot. Je m'étais déjà positionné, je l'avais déjà dit, moi, il y a quelques mois, que si ça nous arrivait, on sortirait du terrain et on ne reprendrait pas. Donc je dis un grand bravo à tout le monde d'avoir réagi comme ça, et bien sûr, je suis scandalisé par de tels agissements sur un terrain de foot. Sur les propos racistes, j'estime que le racisme n'a pas de place dans le football et dans le monde entier. C'est une réaction de soutien. Ils n'ont pas eu peur de sortir du terrain, d'arrêter le match. Et comme j'ai dit, le racisme n'a pas de place dans le football et dans le monde entier. Exactement. On ne va pas revenir sur les dernières déclarations de Feitou Mawassa parce qu'il a entièrement raison. Le racisme n'a rien à faire dans un stade et encore moins dans la vie de tous les jours. Et on espère que ce match fera date et puis que les joueurs en prendront conscience. On est certain qu'ils en ont conscience, mais il y a aussi derrière des impératifs financiers. C'est une rencontre de Ligue des Champions, c'est beaucoup d'argent, mais à un moment donné, il faut dire stop et puis regagner les vestiaires quand il y a des insultes racistes, qu'elles viennent de toutes parts. On va écouter tout de suite le résumé de la rencontre qui s'est déroulée le mercredi entre le PSG et Başakşehir avec la victoire des Parisiens et la première place du groupe. Et ensuite, on regardera le tirage au sort qui a eu lieu aujourd'hui. On verra quel adversaire le Paris Saint-Germain va avoir pour ses huitièmes de finale.
Attention. Avec ce bon ballon de Crivelli vers Gulbrandsen, le Norvégien. Et la première parade de Keylor Navas, la première alerte sur le but parisien. Après, il faut du mouvement, comme on l'a pu le voir hier. Voilà, ces ballons en profondeur. Il est bon ce ballon pour Kylian Mbappé. Oh, Kylian Mbappé, lui qui cherche toujours ce fameux but en Ligue des Champions en 2020. Neymar, oh, il est passé face à Carles Pau. Oh là 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 là. Le bijou de Neymar. Oh, qu'il est beau. Oh, il est en pleine forme, Neymar. Il avait porté le PSG à Manchester United. Il montre la voie de la première place aux Parisiens. Oh, quel geste et quel joueur, tout simplement. Il est passé au travers. Allez. Il est passé au travers. Barcaïos Jan, Rafinha avec Mbappé. Et le ballon de Neymar. Neymar. Et c'est le doublé. Le doublé pour Neymar. Il remercie Kylian Mbappé. Et Paris fait déjà le break. Ah, c'est dur pour cette équipe turque, mais à défendre comme ça. Mbappé. Allez, ça c'est fait, on ne lui en parlera plus. Kylian Mbappé, son premier but en Ligue des Champions en 2020. Son premier but en Ligue des Champions depuis un an. Kylian Mbappé, 3-0 pour Paris. Et Verratti, la bonne passe dans la course de Florenzi. Il a ajusté son il a failli l'avoir pour deux. Il est malheureux. Au milieu du terrain, Neymar veut combiner avec Di Maria. Neymar encore. Oh là là, mais quel régal. Quel festival. C'est du grand Neymar. Le triplé pour le Brésilien. Et le spectacle est au rendez-vous au parc. Ah ouais. Ils n'ont pas envie de calculer, ils ont envie de se faire plaisir, mais ça se voit encore, hein, parce que la finition, elle est formidable. Hein, Le corner, la tête de Marquinhos, ça revient sur Cavetti. Il ne peut rien faire. Et là, il ne peut rien faire. Keylor Navas, il y a des limites à son talent. Et Paris n'obtiendra pas le clean sheet. Là, ça va aller vite. Oh là, les espaces. Ah, il a voulu servir entre elle Di Maria, qui va servir maintenant Mbappé. Le trio, les trois fantastiques à l'œuvre. Le PSG déroule. Di Maria, Neymar, Mbappé, association de bienfaiteurs. Ouais, alors... C'était la victoire des Parisiens en Ligue des Champions. C'était donc la victoire des Parisiens en Ligue des Champions avec cette belle victoire. Et tout de suite, on va s'intéresser au groupe car le tirage a eu lieu aujourd'hui. Les huitièmes de finale auront lieu donc les matchs allés le 16 février et les matchs retour le 10 mars. Et le Paris Saint-Germain se déplacera, attiré comme adversaire, le FC Barcelone. Donc forcément un gros morceau, ce sera un gros choc. Le match aller aura lieu le 16 février, comme je vous le disais, à partir de 21h. Donc le Paris Saint-Germain se déplacera du côté du FC Barcelone avant de recevoir le 10 mars les Barcelonais du côté du Parc des Princes. Et je vous donne vite fait les autres huitièmes de finale. Il y aura Leipzig qui sera opposé à Liverpool. On aura également le FC Séville qui sera opposé au Borussia Dortmund. Le FC Porto, lui, recevra la Juventus de Turin. La Lazio de Rome recevra le Bayern Munich. L'Atlético Madrid recevra Chelsea. L'Atalanta Bergame recevra le Real de Madrid. Et puis le Borussia Mönchengladbach recevra Manchester City. Eh bien, ce sera en tous les cas, ça va promettre de belles affiches pour ces huitièmes de finale. On espère que le Paris Saint-Germain s'imposera, éliminera cette équipe de Barcelone. C'est tout le bien qu'on souhaite aux Parisiens. Il y avait également une autre rencontre avec la rencontre, ça c'est plutôt de l'Europa League. On va changer un petit peu, mais avant je vais quand même vous passer la réaction de Thomas Tuchel après ce PSG Başakşehir. Est-ce qu'il a été content, l'entraîneur Thomas Tuchel, de ce qu'il a vu sur le terrain? Oui, c'était un peu bizarre, c'est clair. La situation hier, c'était nécessaire de faire une réaction comme ça, voilà. Et on a commencé encore aujourd'hui.
l'équipe a fait super bien. On a fait un bon match avec une belle performance contre le ballon, avec le ballon. C'était une performance très très forte, une belle victoire. Et voilà, on a gagné le groupe. C'était pas facile du tout. Vous savez bien que on a eu une situation très compliquée après le 3e match au Ligue des Champions dans ce groupe-là. Et voilà, on a eu beaucoup de raisons, mais en même temps, c'était nécessaire de changer notre manière, de changer l'attitude, changer l'effort et vraiment grandir comme équipe. Et on a fait ça et pour ça, je suis très très content. Il est très content, l'entraîneur de cette équipe du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel. On va passer, comme je vous le disais, à l'Europa League cette fois-ci, avec Lille qui s'est déplacé du côté du Celtic. Lille qui, en cas de victoire, aurait pris la première place de son groupe. Mais ça ne s'est pas très bien passé pour les hommes de Christophe Galtier. Je vous propose d'écouter tout de suite le résumé entre le Celtic et Lille. Ah, il a l'air de vouloir en tout cas bien frapper ce ballon, le milieu de terrain portugais. Ça sera Yajice finalement. Et Turnbull pour frapper le corner. La tête, attention. Oh là 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 là. La tête de Julien. Christopher Julien qui est sauté plus haut que tout le monde. Il part de loin et puis c'est... Ouais, parce que quand je vous parle de Ligue des Champions, de tour préliminaire, ils ont été éliminés par Ferencváros, les champions d'Écosse, pour être reversés derrière en Ligue Europa. Allez, avec Yajice, le ballon devant le but. Mais oui, c'est magnifique. Quel beau mouvement avec Ikoné à l'arrivée. Et ce travail à 3. Yajice marque des buts, Yajice G aussi. Être passeur décisif. Premier poteau, premier servi, le plat du pied, hop. Et voilà, le 1 partout, ça c'est... Un retournement de situation rapide pour les Lillois. McGregor face à Magménian. Ça va au fond, même s'il était parti du bon côté. Et le Celtic qui reprend l'avantage dans cette partie. Il prend les dernières consignes, Bamba. Le coup franc pour les Lillois. Et Yajice, allez, pourquoi pas. Oui, oh là. Avec la frappe derrière. Eh oui, Timothée Weah. Pas de question à se poser. Le geste d'attaquant, le ballon revient et boum, tout de suite, la reprise bien équilibrée, extérieur du pied qui rentre. Lui, le meilleur buteur de cette équipe du Celtic. Attention avec Ayar qui fait la différence. Face à Bradaric, le centre. Attention. Avec un bout. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors d'abord c'est Jonathan Bamba qui se fait avoir. C'est lui, hein. Paf. Et ensuite Bradaric qui le regarde et qui arrive pas à le cadrer. Ah, lui, le défenseur central. C'était la défaite de Lille face au Celtic 2-1. On va écouter la réaction de Christophe Galtier. Oui, elle nous échappe. Il fallait l'emporter. On se doutait que Milan allait jouer aussi pour l'emporter. Voilà, c'est une déception parce que quand même on marque 2 buts et on perd. Mais quand on prend 3 buts, c'est très difficile de gagner un match, très difficile de faire un match nul. Les 2 premiers sont des erreurs à la fois de marquage sur le corner. C'est une erreur, on perd un ballon, derrière on concède un penalty, évidemment que les choses se compliquent. Après on est revenu dans le match, on a su égaliser 2 fois. Et le match après été un peu plus ouvert, mais voilà, il y a quand même de la déception, même si évidemment il y avait des joueurs qui ont débuté comme titulaire, alors que ce n'était pas arrivé depuis très longtemps. Je pense à Chernias qui a donné son maximum au poste de latéral droit qui n'est pas le sien, mais qui a fini avec des crampes. Timothée Weah qui a fait un match assez complet, mais qui a souffert physiquement à la fin, mais il était buteur. Ouais, c'est une déception, mais voilà, on va retenir la leçon quand même, parce que même s'il y a eu des changements, même si certains joueurs n'ont pas joué, on aurait pu faire beaucoup mieux. Et aussi, on va retenir quand même la qualification. On fait 11 points, Milan en fait 13. Voilà, c'était difficile d'aller les chercher pour la première place, mais voilà, on retient la qualification, mais quand même. Ce match-là doit nous servir de leçon sur des détails, parce qu'on a perdu finalement sur des détails.
Ils ont perdu sur des détails lillois, oui c'est vrai, il a raison, Christophe Galtier. Alors vous allez me dire, où va jouer Lille parce que le tirage a eu lieu aussi aujourd'hui. Les Lillois vont être opposés à l'Ajax Amsterdam. Ça ne va pas être facile, mais après tout est possible avec cette belle équipe de Lille car elle réalise en ce moment de très belles performances. Le match aller aura lieu le 18 février, le retour le 25 février et c'est Lille qui va recevoir en premier et à 21h et Lille qui se déplacera donc le 25 février du côté de l'Ajax Amsterdam à 18h55. On espère bien évidemment une qualification des hommes de Christophe Galtier. Pour les autres rencontres, on aura Wolfsberger qui sera opposé donc à Tottenham, les Young Boys Bern, Bayer, Leverkusen, Slavia Prague, Leicester, Real Sociedad, Manchester United, ça va être une rencontre sympa, Braga, AS Rome, l'Étoile Rouge de Belgrade, un petit clin d'œil à notre ami Dario, qui recevra le Milan AC, le FC Krasnodar, lui, sera opposé au Dynamo Zagreb, Olympiakos, PSV Eindhoven, Dynamo Kiev, Club Bruges, Benfica, Arsenal, le Royal Antwerp qui sera opposé au Glasgow Rangers, Salzbourg qui sera opposé à Villarreal. On aura également le Maccabi Tel Aviv qui sera opposé au Shakhtar Donetsk, le club de Grenade qui sera opposé lui à Naples et Molde qui sera opposé à Hoffenheim. C'était donc le tirage de cette Europa League pour les 16e de finale. En tout cas, ça promet de très belles rencontres. On va clore ce chapitre Coupe d'Europe, un petit tour d'horizon des différents championnats. On va s'intéresser à la Première Ligue avec tous les résultats de ce week-end avec West Ham qui est allé battre Leeds 2-1. Aston Villa est allé battre Wolverhampton 1-0. Newcastle a battu West Bromwich Albion 2-1. Manchester United et Manchester City dans le derby. 0 partout, pas de but. Everton a battu Chelsea 1-0, surprise quand même si cette équipe d'Everton est une très belle équipe de ce championnat anglais. Southampton a battu Sheffield United 3-0, Crystal Palace et Tottenham 1 but partout, Fulham et Liverpool 1 but partout, Leicester a battu Brighton 3-0 et Arsenal s'est fait surprendre chez lui face à Burnley 1-0. Du côté du classement, Tottenham est en tête avec 25 points, à égalité de points avec Liverpool qui est second, 3e Leicester 24 points, 4e Southampton 23 points et 5e Chelsea avec 22 points. En bas de classement, on retrouve Fulham, West Bromwich et puis Sheffield United aux 3 dernières places avec 8 points, 6 points et 1 point. On va passer cette fois-ci au championnat espagnol. C'était la 13e journée ce week-end avec Valladolid qui a battu Osasuna 3-2. Valence et l'Athletic Bilbao font match nul 2 buts partout. Séville est allé battre Retafe 1-0, Huesca a battu Alaves 1-0, le Real de Madrid dans le derby face à l'Atlético Madrid l'a remporté 2-0. Zinedine Zidane prolonge l'aventure un petit peu plus loin du côté du Real Madrid. Il était forcément sur la sellette, même si c'est un très bon entraîneur. Le dimanche 13 décembre, plusieurs rencontres. Real Sociedad Eibar 1 partout, tout comme Betis Séville Villarreal. Grenade est allé battre Elche 1-0, le FC Barcelone a battu Levante 1-0, Barcelone futur adversaire des Parisiens. Et ce lundi 14 décembre, il y aura une dernière rencontre à 21h, le Celta Vigo recevra Cadix. Du côté du classement, la Real Sociedad est toujours en tête avec 26 points, suivi de l'Atlético Madrid, 26 points également. Le Real de Madrid revient avec 23 points, Villarreal est à 22 points en étant 4e, 5e Séville avec 19 points. Le FC Barcelone, lui, est toujours à la 8e place avec 17 points. En bas de classement, on retrouve Levante, Huesca et Osasuna 18e, 19e et 20e place avec ces 3 équipes qui ont l'égalité de points, c'est-à-dire 11 points chacune. On passe à la 11e journée dans le Calcio avec tout d'abord Sassuolo qui a battu Benevento, Sassuolo qui et l'équipe surprise de ce championnat italien qui a battu, comme je rappelais, 1-0 Benevento. Ce samedi, Crotone a battu la Spezia 4-1. Torino s'est fait surprendre chez lui par l'Udinese 3-2. L'Hellas Vérone est allé battre l'Aldiodrome 2-1. L'Inter de Milan est allé battre Cagliari 3-1. Naples a battu Sampdoria de Gênes 2-1. L'AS Rome a fait le gros carton de cette journée en allant battre Bologne 5-1. L'Atalanta Bergame a battu la Fiorentina 3-0. La Juventus Turin est allé battre le Genoa 3-1 et l'AC Milan a fait match nul contre l'équipe de Parme 2 buts partout. Au classement, le Milan est toujours en tête avec 27 points, mais l'Inter Milan revient en n'étant plus qu'à 3 points des Milanais avec 24 points. La Juventus de Turin est 3e avec 23 points, Naples est 4e avec 23 points également, et Sassuolo, l'équipe surprise, est 5e avec 22 points.
Du côté du bas de classement, le Torino, le Genoa et Crotone sont au 18e, 19e et 20e place avec pour les deux premiers cités 6 points et Crotone lui est à 5 points. Eh bien, on va s'intéresser cette fois-ci à la Bundesliga. C'était la 11e journée ce week-end avec Wolfsburg qui est toujours une des équipes invaincues en Europe, avec d'autres équipes également, mais en tous les cas, c'est l'équipe où évolue l'ancien Sochalien, l'ancien défenseur central du FC Sochaux, Maxence Lacroix, qu'on salue bien évidemment. Wolfsburg donc, a battu l'Eintracht Francfort 2-1, Leipzig a battu le Werder de Brême 2-0, Stuttgart est allé battre le Borussia Dortmund 5-1, Borussia Mönchengladbach et le Hertha Berlin se quitte sur un match nul, 1 but partout, tout comme l'Union Berlin et le Bayern Munich qui a été tenu en échec. Également Fribourg qui a battu l'Arminia Bielefeld 2-0, le FC Cologne est allé battre Mayence 1-0. Augsbourg a fait match nul face à Schalke 04, 2 buts partout. Et le Bayer Leverkusen a cartonné Offenheim 4-1. Du côté du classement, le Bayer Leverkusen toujours en tête avec 25 points, suivi du Bayern Munich 24 points, Leipzig est 3e avec 24 points et Wolfsburg est 4e avec 21 points. Du côté du bas de classement, en 16e, 17e et 18e place, on retrouve Bielefeld, Mayence et Schalke avec 7, 5 et 4 points. Eh bien, c'est terminé pour le tour d'horizon de l'Europe. On a fait un peu le tour des différents championnats. On n'a pas le temps de faire tous les autres championnats, sinon ça nous prendrait la nuit. Mais on va regarder justement, on le fera la prochaine fois, on le fait de temps en temps, hein, on regarde un petit peu plus loin que nos frontières. C'est toujours sympa aussi de parler des championnats dits entre guillemets mineurs, même si je ne suis pas tellement d'accord avec ce terme. On va s'intéresser cette fois-ci à la division 1 Arkema. Eh bien, c'est chez les féminines avec ce samedi 12 décembre les résultats avec l'Olympique lyonnais qui a écrasé ici 9-0. Fleury et Soyo font match nul 0 partout. Paris FC a battu Dijon 3-2. Guingamp est allé battre Reims 1-0. Bordeaux a battu Montpellier 2-0. Et le Paris Saint-Germain ce dimanche a battu Le Havre 5-0. Du côté du classement, le Paris Saint-Germain est toujours en tête avec 31 points, suivi de très près par l'Olympique lyonnais 30 points, 3e Bordeaux avec 23 points. Et en bas de classement, on retrouve aux deux dernières places ici et Le Havre à la 11e et 12e place avec 6 points et 4 points. Et ben, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur la division 1 Arkema qui est diffusée chez nos confrères de Canal+. Si vous souhaitez la regarder, allez regarder car il y a d'excellents matchs. On va maintenant s'intéresser à ce qui s'est passé en Ligue 1 pour cette 14e journée. On envoie tout de suite le jingle. On va regarder ce qui s'est passé justement pour cette 14e journée en division 1. On était en division 1 Arkema, là ce coup-là on va passer à la Ligue 1. Bon, division 1 c'était il y a quelques années quand même. Je pense que certains l'ont connu, les plus jeunes n'ont pas forcément connu. Mais on va s'intéresser à cette 14e journée qui avait commencé ce vendredi 11 décembre avec à partir de 21h l'AS Saint-Étienne qui recevait le SCO d'Angers. Pas de but dans cette rencontre. Un 0-0, un 0-0 de bonne facture. Il y a quand même eu des actions dans cette partie. On va écouter la réaction tout de suite de Stéphane Moulin, l'entraîneur d'Angers, qui lui dit c'est toujours le verre à moitié plein et à moitié vide. Il est à moitié plein. Nous étions venus pour gagner, mais le résultat me paraît logique. Chaque équipe a eu des occasions. Nos gardiens respectifs ont fait 2 arrêts décisifs de chaque côté. J'ai un regret car habituellement nous sommes plus efficaces sur les attaques rapides ou sur les phases de transition. Et nous n'avons pas su bien les négocier, nous aurions dû mieux profiter de ces actions. On voit que Saint-Étienne est une équipe en regain, avec plus de maîtrise. Je suis content que nous n'ayons pas pris le but. Je pense que ce match n'aurait pas dû se finir sur un 0-0. On est d'accord, je suis assez d'accord avec lui. Nous progressons sur ce secteur défensif. Et puis, on va écouter quelqu'un qu'on connaît bien du côté du FC Sochaux-Montbéliard, c'est Riyad Boudbouz qui lui revient après plus de 3 mois sans véritablement jouer. Et lui, il dit simplement, on n'est plus soudés, on n'a pas le choix, mais il faut prendre des points. Oui, c'est vrai que
Saint-Étienne est encore dans le bas du classement et c'est important de prendre des points, de se rassurer. Eh bien, on va l'écouter tout de suite, Riyad Boudbouz. Si comptablement on était mieux, on aurait pu dire que c'était un bon 0-0, mais ce soir on est frustré parce qu'il y a la place. L'action à la dernière minute, c'est dommage parce qu'on fait beaucoup d'efforts. On se donne tous les jours pour pouvoir gagner les matchs et voilà, ça joue à des détails. Et ce soir, on n'a encore pas les 3 points. Il faut continuer à travailler. C'est sur la bonne voie, mais ce soir, on est frustré. Tu te sens de mieux en mieux, j'ai l'impression. Hein. Oui, j'ai la chance de pouvoir, on va dire, jouer les matchs là qui se suivent. Après, c'est sûr que physiquement, je suis pas encore au top. Ça va revenir, mais voilà, quand j'ai l'opportunité de jouer, comme j'ai dit, j'essaie d'aider l'équipe au maximum. Et après, en seconde mi-temps, j'étais un peu plus fatigué et c'est normal. J'ai pas joué 3 mois et demi, donc faut continuer à travailler aujourd'hui. Aujourd'hui, faut penser au collectif, faut tout donner. Les joueurs qui sont sur le terrain, faut faire le maximum pour pouvoir prendre des points. Et quand j'ai l'opportunité, j'essaye de le faire. On est beaucoup plus soudés, on joue plus ensemble. De toute façon, faut provoquer ce changement et il n'y a que nous, on n'a pas les supporters. On sait que voilà, pour nous, c'est essentiel et aujourd'hui, on doit se relever. On n'a pas le choix, ils sont pas là et il faut absolument prendre des points. Il faut absolument prendre des points. Alors, il y a quelque chose qu'on va évoquer peut-être tout de suite. D'ailleurs, on va l'évoquer pendant la Ligue 1. C'est Mediapro. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu. D'ailleurs, vous pouvez venir nous dire à l'antenne ce que vous pensez justement de cette histoire de Mediapro. Hein. Vous faites le 03 81 50 67 51. Et voilà, je vous bascule directement. Vous venez parler avec moi. Et voilà, vous venez me donner, parce que ce soir, effectivement, je suis un peu seul. Vous venez me donner votre impression, justement, sur cette histoire Mediapro. Mediapro qui a racheté les droits pour un montant équivalent de plus d'1 milliard d'euros hein, sur 3 saisons. Un montant très haut quand même. Et un abonnement à pratiquement, si je ne me trompe pas, 25 €. Bon, certains me corrigeront, mais je crois que ça doit être à peu près ça. Avec juste les matchs de la Ligue 1 et de la Ligue 2, donc c'est-à-dire aucun autre sport ou même une offre un petit peu plus étoffée. Et la chaîne, après 4 mois, va déposer le bilan. En tout cas, elle va s'arrêter. Et puis, c'est surtout beaucoup de personnes qui vont se retrouver au chômage. Donc, ce soir, j'ai quand même une grosse pensée pour tous ces journalistes, tous ces intermittents aussi également qui font vivre ces chaînes sur le sport. Car, voilà, c'est vrai, il y a les journalistes, mais il y a aussi tous les gens qui sont derrière, car ça nécessite beaucoup de personnel. Et beaucoup de gens vont se retrouver donc au chômage. Donc, j'ai une grosse pensée pour eux. Mais c'est vrai que c'est une histoire un petit peu rocambolesque et justement, que vont faire les abonnés? Eh bien, vous avez peut-être un petit début de réponse pour ceux qui sont abonnés et puis qui se posent beaucoup de questions. Comment résilier? Eh bien, je vous propose d'écouter un petit peu ce qui va suivre. Bon, après l'annonce de la disparition de la chaîne Téléfoot, on pose cette question évidemment ce matin. Quel recours auront les abonnés de la chaîne? Oui, ces abonnés qui sont beaucoup moins nombreux qu'espérés. Hein. C'est l'une des raisons de l'échec de Téléfoot. Mais ils sont tout de même entre 500 et 600 000 à se retrouver aujourd'hui avec un abonnement caduc. Ils vont sans doute chercher à se faire rembourser. Des recours sont à prévoir. Ce n'est pas forcément simple. Les éclaircissements de Simon Rubin. Là, j'attends de voir comment ça se passe, effectivement, pour la résiliation éventuellement si on a droit à un remboursement ou quelque chose comme ça. 600 000 abonnés comme Thomas se retrouvent ce matin un peu désemparés. Que faire si Téléfoot fait faillite? Alors si la chaîne arrête d'émettre purement et simplement, là c'est prévu par la loi, les échéances peuvent être suspendues et surtout un remboursement peut être obtenu. Si Téléfoot perd la Ligue 1 mais continue de diffuser certains programmes, dans ce cas un abonné voulant se faire rembourser devra sans doute passer par le tribunal mais avec de bonnes chances d'obtenir gain de cause. Enfin, il y a un cas plus compliqué et très fréquent qui représente plusieurs centaines de milliers d'abonnés, toutes ces personnes qui ont Téléfoot à la faveur d'une offre groupée de l'opérateur Internet. Par exemple, Téléfoot plus Netflix et Canal+, avec une offre box. Dans ce cas-là, très complexe juridiquement, l'abonné aura tout intérêt à se rapprocher de son fournisseur Internet et négocier une ristourne, un geste commercial. Une procédure juridique s'annoncerait extrêmement longue et complexe. Simon Rubin du service des sports d'Europe 1. C'était le service des sports d'Europe 1 qui nous donnait, en tout cas pour ceux qui sont abandonnés, oui, on peut le dire, hein. Finalement c'était un lapsus, mais c'est pas un lapsus tant que ça, oui, ils ont été abandonnés par la chaîne Téléfoot, eh bien ils vont pouvoir, en tous les cas, j'espère,
résoudre un petit peu, on va pouvoir se faire rembourser tout ce qu'ils ont perdu. Alors maintenant, les droits vont être redistribués, pardon. Qui va postuler? Bon, on se doute qu'il y aura sans doute Canal+ et puis beIN Sport, mais peut-être qu'il y en aura d'autres aussi. On ne sait pas comment la Ligue va articuler un petit peu tout ça. Il faut aussi se rappeler que Jean-Michel Aulas avait émis quelque chose qui était pas, qui était quand même assez intelligent, je trouve. Par exemple, acheter les matchs sur des plateformes, bon peut-être pas comme Netflix, ou enfin des plateformes un petit peu similaires, pour acheter juste sa propre rencontre pour le supporter qui veut, voilà, qui ne veut pas voir tous les autres matchs et qui veut voir que son club jouer. Eh bien, c'est vrai que ça peut être aussi une idée à creuser, mais ça c'est Vincent Labrune, hein, donc le patron de la LFP cette fois-ci, le président de la LFP qui peut-être suivra cette voie. Alors, Canal+ va-t-il y aller? C'est la question qui était posée. Alors c'est difficile. Je pense que bien sûr Canal va y aller. Mais je pense qu'ils ne vont pas rater cette occasion de corriger le marché. Le marché s'est emballé depuis... En fait, le marché s'est emballé en France depuis 2012. L'arrivée de beIN, 2015, l'arrivée d'Altis RMC Sport, que vous connaissez bien, et 2018, l'arrivée de Mediapro. Toute cette concurrence effrénée entre, à un moment donné, 4 opérateurs a poussé les prix vers des niveaux tout à fait, bah oui, on le voit, hein, vers des niveaux tout à fait hors sol. Et donc aujourd'hui, Canal+, lui, il sait exactement combien d'abonnés le foot lui rapporte. Et donc, il sait exactement combien il peut mettre. D'ailleurs, il communique assez ouvertement là-dessus. Il parle de 500, 600 millions. Et donc, ici, Canal+ a effectivement une occasion rêvée, puisque on n'est plus dans cette situation de concurrence à 4. On peut carrément dire que Canal+ a réinstallé un monopole, ou un duopole, hein, appelons ça un duopole avec beIN, et que donc, c'est lui qui va fixer le prix. Canal+ a l'occasion de corriger le marché. Ils ne vont pas passer à côté, ça c'est sûr. Jonathan. Oui, mais moi je vous rejoins à 100%. Alors le problème c'est que Canal+, en fait, pour moi, ils se sont retrouvés un petit peu comme les cocus de l'histoire. C'est le partenaire historique et le diffuseur historique de notre Ligue 1. On les a laissés tomber parce que on a un petit peu le nouveau flambeur qui est arrivé, pour faire une métaphore, pour filer la métaphore. Mais le problème dans tout ça, moi, de ce que vous nous expliquez, ce que je vois, et vous savez, enfin, les gens savent que je suis loin d'être un dangereux communiste, c'est que cette histoire, elle est censée faire, je pense, ça peut faire du bien à l'ensemble du monde du foot, à l'ensemble du monde en général. Le capitalisme, c'est très bien, mais quand il y a une déconnexion totale entre les montants et entre la réalité des choses, tu te reprends le retour de bâton dans la tronche. Et ce que Mediapro a fait, à vouloir faire des abonnements à 25,90 €, sans études de marché réelles, sans prendre en compte le pouvoir d'achat des gens, sans prendre en compte les conditions dans lesquelles ils étaient arrivés, et le niveau du produit, la qualité du produit, c'est une déconnexion totale entre le réel et l'économique. Oui, et ça, pour moi, c'est une très bonne leçon. Et Canal+, au moins, ce qu'ils ont par rapport à Mediapro, c'est que eux ont l'expérience du produit, eux ont l'expérience du coût, ont l'expérience du coût de production pour faire des émissions décentes et rentables, parce qu'il faut aussi quand même le dire, la qualité des programmes sur Mediapro, c'était quand même loin d'être au rendez-vous et loin d'être par rapport à ce qu'on était habitué d'avoir. Non, c'était atroce. Tu dis ça parce que t'es non, je suis pas d'accord avec toi. T'as pas tout regardé. T'as pas regardé. Si, j'ai regardé, c'était mauvais. Les gars, C'était mauvais. Et je pense, pour conclure, je pense que c'est une très bonne chose pour le football et et que ça doit servir de leçon à tout le monde, que cette histoire a éclaté. Alors oui, ça va faire souffrir les clubs sur le court terme, mais j'espère qu'on va tous en tirer les leçons pour un petit peu reconnecter le réel économique. Remettre les pieds sur terre. Et puis on dit souvent que aller voir ailleurs, pourquoi pas quand en termes économiques, pour aller voir plus offrant, mais la fidélité c'est bien aussi. Oui, c'est bien aussi. La fidélité c'est bien dans le business et surtout dans le sport. Ce qu'avait pas prévu Mediapro, l'amour du maillot. Ce que n'avait pas prévu Mediapro, c'est également que CanalSat ne distribue pas sa chaîne, et c'était forcément, ça a plombé largement l'aventure Mediapro. C'est pas ça, Nico, c'est le prix. C'est le prix. C'est pas scandaleux à l'arrivée avec l'offre couplée Coupe d'Europe, Ligue des Champions, Ligue Europa. Voilà, c'était un petit peu les sons de cloche qu'on entend un petit peu partout. Alors moi je suis d'accord sur plusieurs éléments, notamment 25,90 € juste pour la Ligue 1 et la Ligue 2, c'est vrai que c'est trop cher. Il faut aussi prendre en compte le pouvoir d'achat, comme il le dit si bien, des gens, hein, car voilà, on est en plein Covid en ce moment et forcément beaucoup de gens sont touchés économiquement, donc il faut prendre en compte tout ça.
Et puis il n'y a pas autre chose sur cette chaîne, donc c'était compliqué. Après, la qualité des émissions, il y a de très bonnes émissions. Voilà, là où je suis pas d'accord non plus avec l'intervenant, il y a de très bonnes émissions également sur Téléfoot. Là n'est pas forcément le problème. Mais c'est vrai que Canal+ connaît bien le produit et c'est sans doute eux qui reprendront la main dans ce dossier avec peut-être beIN, comme ils fonctionnent un petit peu ensemble maintenant. Alors il y a quelqu'un qui avait déjà annoncé tout ça, c'était Daniel Riolo. Alors je suis pas toujours d'accord avec ce que dit Daniel dans ses émissions, mais là j'avoue qu'il avait raison et on va justement l'écouter. C'était dans l'émission qui est sur France 5, c'était en 7 à vous, je crois. C'est l'histoire d'une catastrophe annoncée depuis le début. Et le plus terrible dans cette histoire, c'est que c'était parfaitement prévisible. Aujourd'hui, le monde du foot ne peut pas se plaindre. Quand j'entends l'entraîneur de Lyon se plaindre, à la limite, lui, il n'est qu'entraîneur. Mais juste au-dessus de lui, il y a un président. Et tous les présidents, parce que la Ligue, c'est l'émanation des clubs, donc ils ne peuvent pas le dire aujourd'hui, c'est la faute à un tel, un tel, un tel. C'est leur faute à tous. Premièrement, parce qu'ils ont surévalué le produit, c'est-à-dire en pensant que le foot français valait 1 milliard, et ils ont mis la pression à l'ancien directeur général qui allait sur les plateaux à l'époque dire « c'est bon, tout va bien », en l'occurrence Didier Quillot. La pression, c'était « tu nous trouves le milliard, on t'est viré ». Alors, moi, j'ai suivi ce dossier parce que j'étais dedans, je parlais au président, je parlais à Didier Quillot, il me dit « on va trouver pour 1 milliard ». Je dis « pardon, 1 milliard ? Mais c'est impossible, ça vaut pas 1 milliard ». Il dit « si, et non seulement on va trouver, mais j'ai trouvé ». Je dis « mais qui est le pigeon qui va vous filer 1 milliard ?» Il dit, le pigeon, c'est, au début, évidemment, on peut pas dire, c'était secret. Je dis, 1 milliard, je rentrais à la maison, je dis, mais c'est pas possible. Mais qui ils ont trouvé? Ça peut pas être Canal, ça peut pas être beIN qui a perdu des milliards sur les 10 dernières années, justement, en scoltinant des droits télé pas rentables. Et puis, elle est sortie du chapeau Mediapro. Elle dit, investisseur espagnol, avec fonds d'investissement derrière, chinois. Derrière, attention, il faut savoir, c'est le Parti communiste chinois qui est actionnaire majoritaire dans toute cette histoire de Mediapro, 53%. Je dis, si jamais ça se passe pas bien, qui est-ce qui va aller cogner à la porte de l'État chinois? Qui va aller dire, dis donc, ça marche pas, là, il faut... Donc il fallait que ce soit rentable. Et là, encore une fois, en réfléchissant juste 2 secondes, je dis, mais qui va payer 25 € par mois pour avoir 8 matchs de Ligue 1 et de la Ligue 2? C'était couru d'avance. Et moi, je me souviens en parler à des présidents, je me souviens en parler au directeur général de la LFP. Je dis, mais arrêtez, parce que tout le monde a beaucoup dit que dans notre émission, nous exagérons sur l'état de notre football. Je dis, ouais, effectivement, j'ai beaucoup exagéré. La preuve aujourd'hui. Je dis, ça ne marchera pas. C'était pas possible que ça marche. Et honnêtement, je suis pas le seul à l'avoir dit dans le livre. D'autres, des économistes bien plus qualifiés que moi sur ces il avait questions. tout prévu, hein. Le patron ça ne peut pas coller. Résultat aujourd'hui. Alors franchement, j'avais prévu beaucoup de choses, mais pas que ça se casse la gueule aussi vite. Je pensais qu'ils attendraient le mois de mars, le printemps. Non, bim, avant Noël. Oui, avant Noël. Donc il l'avait annoncé, Daniel Riolo, et là-dessus, on ne peut pas lui donner tort, et il avait raison. C'est vrai que le coût était quand même exorbitant pour un abonnement aussi cher. On va refermer cette page Mediapro, à moins que vous souhaitiez nous dire ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas, appelez-nous 03 81 50 67 51. Et on va reprendre notre 4e journée de Ligue 1 avec une autre rencontre. Ce samedi à 17h, l'Olympique de Marseille recevait l'équipe de Monaco. Victoire des Marseillais. Ça commence très vite dans cette partie avec Florian Thauvin à la 5e minute de jeu qui ouvre le score pour les Marseillais. Ensuite, c'est Dario Benedetto qui marque à la 13e minute son 2e but après celui de Nîmes dans la foulée. Donc 2-0 et finalement Wissam Ben Yedder à la 79e minute de jeu va réduire le score sur penalty. Mais on va en rester là. On va écouter la réaction de Niko Kovac. C'est l'entraîneur de Monaco qui lui dit on a très bien commencé, on a eu une énorme occasion par le biais de Wissam Ben Yedder. Si on marque, cela devient un tout autre match en notre faveur. On fait encore 2 erreurs sur des balles faciles. Mais dans l'ensemble, le match a été assez équilibré. Mes gars ont tout essayé jusqu'à la dernière seconde. On a manqué de chance. Les gros matchs qu'on a joués étaient à l'extérieur, à part celui contre le PSG. Ce n'est pas facile. Marseille a plus d'expérience que nous, mais encore une fois, il y a eu 2 tirs, 2 buts comme la semaine dernière. Et on écoute la réaction d'André Villas-Boas qui lui dit on a mérité cette victoire, même si en deuxième mi-temps on était fatigué, on est rentré tard de Manchester. Mais en tous les cas, cette équipe de Marseille s'est imposée. On les écoute. On écoute surtout André Villas-Boas. Bon, première mi-temps très bonne. On a maîtrisé le ballon, on a causé les mêmes problèmes toujours avec le Losange. Ils ont
beaucoup de difficultés à s'adapter. On a eu beaucoup de chance, 1-0, 2-0, une chance pour 3-0. Et on était extraordinaire. Notre deuxième mi-temps, je pense que tout le monde a regardé que la fatigue ça commençait à installer. On était un peu plus en difficulté. Monaco, eux, ont revenu sur nos anges. Que comme ils ont des latérales qui poussent beaucoup et tout le temps, comme Caio Henrique, Aguilar et après Valor Touré, ils ont toujours porté le latéral en avant. On voulait profiter un peu des espaces dans leurs deux, c'est pour ça qu'on a changé à 4-3. Mais bon, on a une grosse chance avec Thauvin pour 3-0 qu'on rate et après on a été en difficulté un peu. Pas trop parce qu'ils ont perdu beaucoup de ballons dans leur construction aussi. On était bien compact, mais on a décidé de tenir jusqu'à la fin avec une défense à 5 pour porter la victoire. Le mec était extrêmement fatigué. On arrivait qu'à 4h30 du matin de Manchester. Alors c'est une victoire très 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 importante pour nous. Dans un week-end qu'on peut profiter de Paris Saint-Germain-Lyon et de Lens-Montpellier pour écarter un peu plus. Et oui, ils ont pu profiter de ce week-end pour regarder les autres rencontres. On s'intéresse cette fois-ci à une autre rencontre. On va partir du côté après Marseille. Eh bien, on va aller à 21h. Il y avait une autre rencontre. On va du côté du Stade Bollaert avec Lens qui recevrait Montpellier. Finalement, ça s'est pas très bien passé pour les Lensois qui s'inclinent 3-2. Des buts signés Mavididi à la 16e minute de jeu. Ensuite, c'est Pedro Mendes, 26e, qui double la mise pour l'équipe de Montpellier. On est en état à 2-0. Ensuite, 36e, un but contre son camp, 3-0. Et ensuite, c'est Gaël Kakuta sur penalty pour les Lensois qui va réduire le score 3-1. Mais finalement, c'est donc cette équipe de Montpellier qui va s'imposer à 3-2 avec un but signé Gaëtan Laborde, 69e minute de jeu. Et puis c'est Jonas Omlin qui avait marqué pour cette équipe de Lens contre un CSC. On en restera là. Montpellier s'impose 3-2. Montpellier marche très bien en ce moment. Et on va écouter la réaction de Florian Sotoka du côté de Lens. On a commis des erreurs, dit-il. Et Gaëtan Laborde, l'attaquant de Montpellier, on a su être efficace au bon moment ce soir. Ouais, effectivement, parce qu'il peut y avoir de la déception, parce que vous avez quand même eu pas mal d'occasions, vous êtes revenu dans ce match. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous revenez bien dans ce match et tu vois, il y a 5 ou 6 minutes qui sont un petit peu délicates derrière. Ouais, bien sûr, on avait fait le plus dur de revenir à 2-0 et de revenir à 2-2. Voilà, on avait fait le plus dur, mais voilà, on concède des buts un peu trop faciles, on va dire. Voilà, le premier but, c'est une perte de balle et après, on concède 2 coups de pied arrêtés. On savait cette équipe de Montpellier qui allait nous attendre et bien nous contrer. C'est ce qu'ils ont fait. Nous, on a essayé de les presser au maximum, mais voilà, ils arrivaient bien à sortir le ballon, mais on peut avoir des regrets parce que j'ai pas l'impression qu'on est subi tant que ça. On a des occasions pour revenir à 3-3 et malheureusement à 2-2, on prend ce but sur corner qui nous casse un peu le moral. Ouais, c'est dommage parce que vous avez une vraie philosophie de jeu et vous jouez de l'avant, vous attaquez. C'est vrai qu'on parle toujours d'équilibre, j'entends toujours garder cet équilibre, mais c'est vrai que comme tu le dis, vous avez beaucoup d'occasions. C'est que ça fait la différence, un peu les 2-18 mètres, on va dire, dans ce match-là. Ouais, bien sûr, ils ont été un peu plus efficaces que nous dans les 2 zones de vérité. Voilà, on le paye cash. On sait que Montpellier joue la Coupe d'Europe. Nous, on essaye de se sauver le plus rapidement possible. Donc voilà, on est tombé face à une belle équipe qu'il faut féliciter aussi. Et voilà, ça va être à nous de garder cet équilibre qui nous fait un peu défaut depuis le début de saison, même si sur certains matchs on l'a très bien fait. Donc voilà, ça va être à nous de continuer comme ça, mais voilà, garder cet état d'esprit, je pense qu'on se sauvera. Gaëtan, déjà le but de la victoire, c'était important dans un match où Lens était bien revenu. Hein. Il a fallu avoir le mental et les tripes pour aller chercher. On commence vraiment très bien le match avec une belle efficacité et tout, et puis après on recule. Alors on prend un premier but un peu casquette, des marques contre son camp, mais bon voilà, on a su faire une très bonne deuxième mi-temps, en sachant qu'il marque très vite au retour des vestiaires. Donc c'est bien, on garde cet état d'esprit-là, c'est vraiment positif pour la suite. Ouais, c'est vrai, beaucoup de joie, les 3 points de la victoire, c'est important parce qu'on sent que Montpellier a cette capacité d'élever son jeu et d'être haut au classement. Hein. C'est bien, on enchaîne les victoires, surtout à l'extérieur. L'année dernière, on avait beaucoup de mal à gagner et là on a réussi à passer
à passer ce cap, donc c'est vraiment positif. On a un très bon état d'esprit, il faut continuer comme ça, en espérant enchaîner des victoires. Maintenant, ça va enchaîner très vite mercredi. Ouais, ça va, on sent que l'équipe est... Eh bien, vous aviez besoin de ces 3 points après le match contre Paris, vous avez fait un bon match déjà, mais prendre ces 3 points, c'est bien, quoi. Bien sûr, c'est bien, parce que contre Paris, on les sentait pas loin. Mais on n'avait pas rougi, on était fiers de ce qu'on a fait. Et là, on a gardé le bon état d'esprit, on a réussi à être efficace. Ouais. C'est bien, donc c'était positif pour l'équipe. C'était positif pour l'équipe. Juste avant, vous savez qu'on parlait de Marseille, et c'est vrai qu'André Villas-Boas, en conférence de presse, s'est un petit peu attaqué au journal La Provence. En tous les cas, il n'a pas aimé le titre qui a été mis justement dans ce quotidien. Je vous le repasse simplement. Écoutez bien. Tu vois, toi, tu travailles encore pour la Provence, non? Tu sais que la Provence a fait sortir une qui était pathétique. Une attaque personnelle à moi que je n'ai... Oui, mais je ne l'avais pas pris très bien. Et il n'est pas là, le journaliste, mais j'ai un gros respect pour toi et pour Fabrice. Et s'il y a des stats aussi dans la ligue qu'il faut sortir, il y a beaucoup de stats qui sont bonnes. Et alors quand tu choisis les stats dans une autre compétition pour faire du mal et parler avec des clubs qui ne sont pas en question, ça fait beaucoup du mal. Alors ma motivation, c'est pas la Provence évidemment, c'est un journal qui a une importance sociale, culturelle, sportive sur la région de Marseille, de la Provence et sur l'OM, mais c'est abusé, c'est abusé. C'est pathétique, c'est pathétique. Oui, mais je sais, mais quand vous sortez des stades de la Ligue des Champions et vous accusez un entraîneur du Zénith, vous parlez de Zénith. Quand est-ce que vous parlez de Zénith? Qu'est-ce que vous connaissez de Zénith? C'est pathétique, merde. C'est pathétique. Tu fais une coopération alors avec l'entraîneur et le club, les stats du club, non? Et de cette façon, tu peux mesurer l'histoire du club avec l'histoire de l'entraîneur dans le club. Mais tu ne peux pas parler de Zénith. Et en fait, vous avez oublié 3 victoires déjà tout de suite. C'est même une choix. Merci. On va passer à... respecte pour Fabrice, Mario, la Provence, de toi. Mais c'est ridicule. Il était très agacé, André Villas-Boas, l'entraîneur de cette équipe de Marseille. Mais nous, on revient à Lens Montpellier, car dans ce match, il y avait aussi Vittorino Hilton, le défenseur central de cette équipe de Montpellier, qui disputait son 3e match avec les Montpelliérains. Bon, il y a la victoire au bout, mais une victoire un petit peu contenue, car il a passé aussi plusieurs années du côté de Lens. On l'écoute pour son 300e match avec Montpellier. Avec le MHSC, Vito. C'est beau, c'est beau. Je suis très fier en plus. Avec la victoire, les 3 points, c'est bien. À Lens en plus. À Lens, un club qui a énormément d'amour pour ce club que j'ai passé 4 ans ici, c'est quelque chose d'énorme, donc j'ai beaucoup de respect au club aussi. Et c'est bien de fêter ces 300e matchs en Ligue 1 en jouant ici à Bollaert. Et oui, c'est bien de fêter ce 300e match en plus du côté du stade Bollaert pour Vittorino Hilton. On va maintenant s'intéresser aux rencontres qui avaient lieu ce dimanche avec tout d'abord Nice-Rennes. C'était le match qui a lieu, vous le savez maintenant, à 13h tous les dimanches. On va regarder justement ce qui s'est passé avec la victoire de Rennes, un but de Mbaye Niang, à la 28e minute de jeu, 1-0. Ça suffit aux hommes de Julien Stéphan. On va regarder justement voilà, les réactions. On va écouter la réaction de Walter Benitez, le gardien de cette équipe de Nice, Jordan Lotomba, et également le nouvel entraîneur Adrian Urcia, qui était l'adjoint de Patrick Vieira, voilà, j'étais en train de rechercher, et qui a été limogé très récemment. Et également, on va écouter Julien Stéphan qui, lui, nous dit que c'est une victoire qui fait du bien, que l'on attendait depuis un petit moment. C'est mérité, bien construit, il y a eu de tout dans ce match. Il y a eu de la maîtrise collective, de la solidité défensive, une bonne organisation et un bon état d'esprit général. Donc il est content, Julien Stéphan. Et on va écouter tout de suite la réaction, comme je vous disais, du côté niçois. Comme dit le coach, il faut simplement garder son calme et continuer à travailler. C'est dur de faire un match comme ça, de ne pas faire ce qu'on voulait, parce que bon, je pense qu'on a bien joué la première mi-temps, on a fait des belles choses, on a créé des occasions. C'est frustrant parce que on a bien commencé le match. Je pense que l'histoire un peu se répète, parce qu'on fait
fait des erreurs qui malheureusement ça paye cash. Et voilà, on n'est pas en réussite de ce niveau-là. Je pense qu'en première mi-temps, on avait mis les ingrédients. On a fait une bonne entame de match. On n'a pas réussi à concrétiser nos occasions. Et puis après, derrière, on se fait punir. Ensuite, on court derrière le score. Et puis, on prend des risques. Et puis, l'adversaire, il profite des espaces qui se sont créés. Et ensuite, notre confiance, elle commence de nouveau à s'étioler. Dès qu'il prend un but, je pense qu'on doit réagir tout de suite. Je pense que c'est ça qui nous manque un peu, de la réaction dès que le match n'est pas fini, dès qu'il reste beaucoup de temps, si on prend un but à la première mi-temps. Il faut qu'on reste soudés, il faut qu'on continue malgré tout, et puis il faut qu'on bascule la chance de notre côté, ça va venir. Tout simplement rester calme et lucide. Ça, c'est la première des choses. Il ne faut surtout pas commencer à céder à la panique ou à la frustration. Et de nouveau, il y a toujours des points positifs auxquels s'accrocher, garder ces points positifs et petit à petit, à un moment donné, ça va tourner. On est déçus pour tout ça, pour les supporters qui nous suivent aussi tout le temps, et bien sûr que nous, on veut leur donner la victoire, mais on sait que ça va changer, qu'on va revenir plus fort et qu'on va trouver le bon chemin. Ils vont trouver le bon chemin à l'unisson, on l'espère en tous les cas pour eux. On va passer maintenant au match qui va durer à 15h. Le derby du Grand Est entre Strasbourg et Metz. 2 buts partout. Dylan Brown sur penalty à la 35e minute de jeu. Metz ouvre le score 1-0. Simakan, 66e, lui égalise pour l'équipe de Strasbourg. Opaenguet permet aux Messins de reprendre l'avantage de buts à 1. C'est finalement Adrien Thomasson, 78e, qui va égaliser pour cette équipe de Metz. On en restera là. On va écouter la réaction de Frédéric Antonetti, l'entraîneur de Metz, qui lui parle d'un vrai derby de la part des deux équipes. Et lui parle de son équipe de Metz qui a été pour lui à la hauteur. On va écouter justement les réactions de ce Strasbourg-Metz, en tout cas celle de Frédéric Antonetti. On peut en avoir, oui. On peut en avoir un petit peu, mais une satisfaction quand même sur notre comportement, sur nos attitudes. Dans l'ensemble, c'était beaucoup de choses positives. Après, c'est sûr qu'on peut avoir des regrets. On rate un penalty, il y en a un autre qui n'est pas sifflé. On met le score, bon, on aurait pu éviter en début, mais bon. Dans l'ensemble, c'était un beau match. Les deux équipes, âpres, tendues, très disputées. Un vrai derby, il manquait que le public. Dommage. Parce que c'est des matchs que le public adore. Tout le monde, les 22 acteurs se mettent minables pour en faire le résultat. Donc on a été à la hauteur. Oui, comme le dit si bien Frédéric Antonetti, il ne manquait que le public et on espère revenir dans les stades en 2021. Ouais, on verra en tous les cas ce qui va se passer. On file maintenant et on va voir les autres rencontres qui avaient lieu avec tout d'abord Lorient qui recevait Nîmes. Lorient qui devait s'imposer dans cette partie. Les Lorientais ont beaucoup de mal en ce moment. Et Lorient va s'imposer largement 3-0 face à cette équipe de Nîmes. Boisgarde, dès la 2e minute de jeu, ouvre le score pour Lorient. Pierre-Yves Amiel, 29e sur penalty, et c'est Johan Vissa à la 90e minute de jeu qui va clôturer la marque 3-0 pour cette équipe de Lorient. On va écouter tout de suite la réaction de Christophe Pélissier qui dit simplement on n'avait pas marqué depuis 10 rencontres. On est dans un championnat avec 4-5 équipes et Jérôme Darpignon. Et on est dans le dur, mais on a déjà connu ça du côté de Nîmes. Oui, quand on voit le résultat, mais comme vous savez, c'était un match extrêmement difficile à préparer, un match extrêmement difficile à jouer. On a la chance d'ouvrir le score très tôt dans le match, ce qui nous libère un peu d'un poids, déjà de marquer, parce que ça faisait 6 matchs qu'on ne marquait pas. En plus, ce qui est important ce soir, c'est que à la fois Armand, à la fois Quentin, à la fois Pierre-Yves, à la fois Wissa et même Terem sur la dernière situation ont été sur les 3 buts, donc ça donne de la confiance aux attaquants. Donc ça c'est très important aussi. Et puis comme on disait, Paul à 2-0 fait l'arrêt qu'il faut aussi. Il avait jusqu'à présent pas su nous tenir dans le match et il s'en voulait aussi. Je crois que ce soir il faut aussi le féliciter. Je leur avais dit que ça servait à rien de ressasser le passé. Le passé il est là, mais qu'aujourd'hui c'était un groupe qui avait envie de se révolter.
Voilà, un groupe j'avais appelé ça le match de la révolte. Voilà, donc il faut voir devant, on le sait tous, et qu'on a, entre guillemets, raté nos 10 premiers matchs, enfin notre premier tiers de la saison, en termes de points. Donc maintenant, il faut voir devant, il faut croire en nous, il faut croire en nos qualités et avancer. Voilà, je pense, comme je disais, que le maintien va se jouer entre 4-5 équipes. On a un mini-championnat où c'est qu'on doit être performant. Pour le moment, que ce soit les matchs contre Strasbourg, contre Dijon, contre Nîmes, les équipes qui sont à la lutte avec nous. Reims, pour le moment, on n'a jamais perdu, on a 3 victoires et un nul. Donc il faut gagner ce championnat-là. Après, il y aura bien sûr d'autres matchs, mais on doit pouvoir avoir l'ambition du moins d'essayer de grappiller des points sur tous les matchs. On continue à travailler, on est à notre place pour le moment, donc voilà, c'est compliqué, quand il n'y a pas beaucoup de moyens, donc on essaie de bosser, de travailler, de faire au mieux, c'est comme ça. En colère, ouais, des fois, en tout cas à la mi-temps je l'étais, à la mi-temps je l'étais, quand je vois des joueurs qui jouent en moulé, quand il pleut, donc on peut glisser, donc ouais, j'étais en colère. C'est entre eux et moi. On peut parler sportif, on peut parler de ce que je leur ai dit. Et ouais, fallait essayer de jouer. Tu es arrivé ici, tu prends le but d'entrée. Après eux, ils se sont accrochés au score. Ils ont fait une belle partie. Après, ils sont des joueurs de qualité aussi, mais bon. C'est des équipes qui sont avec nous tout le championnat. Parler avec le coach, c'est dur pour lui aussi. Inquiet, tu sais, quand tu es là, tu es toujours légèrement inquiet. Mais après, je te dis, il y en a d'autres qui doivent être inquiets aussi, il n'y a pas que nous. On est dans le dur, pas de secret, comme d'autres, mais c'est pas maintenant qu'on va baisser les bras, on a connu plus dur. Et oui, on est dans le dur, on n'a pas beaucoup de moyens, il y a beaucoup de clubs qui n'ont pas forcément de gros moyens, mais ils vont, on l'espère, pour ces 10 mois, s'en sortir. C'est vrai que c'est jamais très simple quand on est dans une spirale négative. On va maintenant regarder ce qui s'est passé entre Nantes et Dijon avec des échauffourées qui ont eu lieu avant la rencontre. Plusieurs centaines de supporters nantais s'étaient rassemblés devant le stade de la Beaujoire pour dénoncer le président Waldemar Kita qui a limogé il n'y a pas très longtemps Christian Gourcuff. C'est Patrick Collot qui a repris l'intérim en attendant peut-être d'avoir un autre entraîneur. Et c'est quand même, en l'espace, c'est quand même le 14e entraîneur qui est démis de ses fonctions du côté de Nantes. Donc les supporters l'ont fait savoir au président Waldemar Kita. Écoutez. On va, Oussem, Manu, prendre la direction de Nantes parce que le match entre Nantes et Dijon aura lieu à 15h. Ce sera commenté sur RMC par David Filippo qui est avec nous. Salut David. Salut les gars. Salut David. On vient te voir David parce que en fait tu nous as appelé. C'est chaud, c'est très chaud à Nantes en ce moment. Explique-nous. Ouais. Effectivement, je viens juste de quitter le nuage de lacrymo dans lequel j'étais un peu enfermé depuis quelques minutes. Les supporters nantais s'étaient donné rendez-vous à midi, parking Ranzay. C'est un parking qui jouxte le parking le grand parking du stade de la Beaujoire. À midi et demi, ils ont commencé à s'approcher du parking de la Beaujoire. Et là, il y a à peu près une quinzaine de camions de CRS qui les ont empêchés d'accéder au parking, de pénétrer sur le parking. Et là, tout est parti complètement en vrille, avec énormément de lacrymo balancés pour essayer de repousser les supporters nantais qui sont extrêmement remontés. Vous imaginez le message qu'ils n'arrêtent pas de chanter, le chant qu'ils entendent en permanence, c'est Kita, casse-toi, FC Kita, on n'en veut pas, ils n'en peuvent plus tout simplement. Ils sont à bout après le limogeage, qui est un épisode de plus dans l'histoire du FC Nantes, le limogeage la semaine dernière de Christian Gourcuff. Et là, c'est vrai que le calme est un petit peu revenu. Ils ont réussi, les CRS, à repousser les supporters sur le parking duquel ils étaient partis tout à l'heure à midi et demi. Mais alors, il y a des lacrymos partout. D'ailleurs, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez l'environnement du stade de la Beaujoire, mais ça donne sur le périphérique nantais. Et donc, il y a des lacrymos partout sur le périphérique. Ah oui. C'est vraiment le bazar. On dirait un champ de ruines là, au niveau du parking de la Beaujoire, parce qu'ils balancent énormément de choses, les supporters. Alors, certains diront que c'est les CRS finalement qui ont commencé. Ça, je sais que certains confrères me disaient c'est quand même dommage que ça soit les CRS qui ont démarré. Ils ont voulu tout de suite repousser, ils ont tout de suite balancé des lacrymos alors que c'était assez calme. Et c'est vrai que voilà, là c'est complètement parti en vrille.
C'est revenu un petit peu plus calme depuis quelques minutes, on va dire. On n'entend plus de jets de pétard. Mais en tout cas, on sent que c'est extrêmement tendu. David, à vue d'œil, il y avait combien de personnes à peu près côté supporters nantais? Supporters, ils sont à peu près... alors là, je vois plus rien. Il y a un nuage de lacrymo au niveau des supporters. En tout cas, au départ, il devait être à peu près entre 250 et 300. C'était très calme au début, vraiment, c'était très calme. Et puis c'est vrai que quand ils ont voulu aller sur le parking, alors ils ont essayé de contourner, et là les CRS sont en train de bloquer tout le parking. Ils ne veulent surtout pas que les supporters accèdent se retrouvent autour de l'enceinte de la Beaujoire, surtout que le bus des joueurs ne devrait pas tarder à arriver. Quand on imagine qu'il va y avoir un match dans 2 heures, on a du mal à y croire. Parce que là c'est tellement tendu qu'on a beaucoup de mal à croire que le match va pouvoir se dérouler dans 2 heures. Et oui, mais le match s'est quand même déroulé 2 heures après avec ce match nul, un but partout entre Nantes et Dijon. C'est Moses Simon sur penalty et le Nantais qui va marquer dès la 24e minute de jeu. C'est Moussa Konaté, 54e minute de jeu, le nouvel attaquant du côté de Dijon, qui va marquer le but de l'égalisation. On va tout de suite écouter les réactions avec tout d'abord la réaction de Patrick Collot qui lui dit... non, on va l'écouter, ça, la réaction de Patrick Collot. On va déjà lire la réaction de David Linares. Il dit simplement, sur l'ensemble de la rencontre, le point me paraît équitable. La première période m'a laissé un goût amer. En deuxième période, on a eu la volonté de créer plus de jeu. On revient au score de manière logique. Je retiens surtout le visage plus conquérant en deuxième période. On s'est dit des choses à la mi-temps. Si on veut continuer à grappiller des points, il faut continuer avec cet état d'esprit. Et Patrick Collot, lui, dit simplement, il regrette le manque de maîtrise collective de son équipe, et on l'écoute. Je suis satisfait de l'engagement, de l'état d'esprit du groupe, qui était vraiment intéressant. Donc voilà, ça c'est déjà un point très positif. Après, l'analyse du match, on a eu des situations intéressantes. Donc, par contre, on a manqué de maîtrise collective. On a manqué de maîtrise collective. On a été très généreux, mais par contre, on n'a pas su poser le jeu. On n'a pas su poser de problème à cette équipe de Dijon. Donc ça, c'est surtout sur ce point-là qu'il va falloir s'améliorer. Après, sur l'état d'esprit, sur l'investissement de chacun, je suis très, très content des joueurs. Donc voilà, on a eu des opportunités, surtout sur des coups de boutoir, plutôt que sur de la maîtrise. Donc le gardien a fait quelques arrêts aussi déterminants de Dijon. Voilà, après on fait match nul. Quand on ne peut pas gagner, il faut essayer de ne pas perdre, ça c'est sûr, même si on jouait contre le dernier et qu'on espérait bien sûr prendre les 3 points. Et oui, quand on ne peut pas gagner, il ne faut pas perdre. Allez, on part du côté de Brest. Brest qui recevait Reims, c'est Franck Honorat dès la 30e minute de jeu qui met une sacoche, on peut dire ça comme ça, une superbe frappe qui va se loger au fond des filets du gardien de Reims. Ça fait 1-0. Et ensuite, c'est Reims qui va égaliser par Harbert Zenelli, 65e minute de jeu. C'est finalement Steve Mounier, 77e, qui va donner la victoire à cette équipe de Brest. On va écouter tout de suite la réaction d'Olivier Dalloglio qui lui dit on va pouvoir jouer plus libéré maintenant qu'on a un nombre de points plus important. Et David Guillon, on a manqué de justesse technique car on a eu les occasions, il avait beaucoup de regrets. La victoire, elle est très intéressante parce que c'est bien de faire un bond en avant et de réagir par rapport au dernier match à Bordeaux où on aurait peut-être mérité un peu mieux. Mais c'est vrai qu'après, dans le contenu, on peut dire qu'il y a encore du travail, il y a encore des choses à faire. Oui, je trouve que le fait de se maintenir à ce niveau, au niveau du classement comme ça, doit donner confiance aux joueurs. Voilà, parce que je sens qu'il y a encore un peu de réticence des fois à prendre des initiatives, à bouger au bon moment. On n'est pas toujours dans le bon tempo. Peut-être par un peu de fébrilité, un peu de peur. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti aujourd'hui. C'est plus simple de se lâcher quand on n'a pas de pression au niveau des résultats comme ça, une moindre pression, quoi. Donc je pense que ça va nous aider pour la suite. C'est le discours que je tiendrai aux joueurs pour trouver un peu plus de jeu. Après, je le répète, on tombait sur une équipe qui était en bloc, qui se déplaçait bien, qui était capable de garder le ballon, qui nous a fait courir. Qui a aussi des individualités, donc qui peut-être certainement pas à sa place,
Mais peut-être que j'ai ressenti aussi chez eux peut-être un manque de confiance qui fait que voilà, ils sont en fin de classement et on ne joue pas de la même manière. Voilà. Donc je pense que nous, peut-être, on va pouvoir jouer un peu plus libéré. On a quelques regrets à l'issue de ce match-là. C'est quand même une grosse déception par rapport à la débauche d'énergie de mes joueurs et puis surtout l'état d'esprit durant ce match-là. On avait bien débuté cette rencontre. On avait bien pris, à mon sens, la mesure de notre adversaire. Et puis c'est vrai que c'est un adversaire qui est très réaliste et très efficace. Donc on l'a vu sur une de ses premières occasions avec cette ouverture du score. Et ensuite je trouvais qu'en effet on avait été moins présent et on avait beaucoup plus suivi. Il fallait ramener un petit peu de calme à la mi-temps pour pouvoir jouer parce qu'on voyait bien qu'il y avait beaucoup de place pour jouer. Ça a été fait en deuxième mi-temps. Je trouve que c'était tout à fait logique qu'on égalise. Et ensuite, on a eu notre chance pour mener. Malheureusement, on a manqué de finesse technique, on a manqué de cette dernière passe, cette justesse technique. On sait que c'est quelque chose sur lequel on travaille. Et c'est vrai qu'avec un peu plus de justesse, je pense qu'on aurait pris l'avantage. Et puis souvent, dans ce cas-là, on fait une faute individuelle qui permet à l'adversaire de l'emporter sur ce match-là. Donc c'est vrai que c'est difficile, mais il y a ce constat où on relance un adversaire alors que je pense que c'est nous qui étions plus proches du 2-1. Et oui, mais pour ça il faut être réaliste, c'est bien évidemment ce qu'on demande dans le monde du football et ailleurs bien évidemment également. On va maintenant direction le match qui avait lieu à 17h. Lille recevait Bordeaux, Lille qualifié pour les 16e de finale de l'Europa League, qui recevait les Girondins de Bordeaux. C'est Jonathan Bamba, 17e minute de jeu, qui ouvre le score avant que Thomas Basic, le Bordelais, ne marque l'égalisation, 29e. Et c'est finalement José Fonte, à la 45e minute de jeu, qui va offrir le but victorieux à cette équipe de Lille, qui n'était pas dans un grand soir. Mais même quand on n'est pas dans un grand soir, il faut gagner, il faut savoir gagner. C'est ce qu'ils ont bien fait les Lillois. On va écouter justement le capitaine Benjamin André qui lui justement reflète un petit peu ce que je disais à l'instant. On n'a pas été très bon ce soir techniquement, c'est ce qu'il dit. Et le défenseur de l'équipe de Bordeaux, Paul Bass, frustrant pour lui car le nul aurait sans doute été plus logique pour cette équipe de Bordeaux. C'est ce que dit le défenseur. Victoire, marathon, un match assez fermé finalement et ce but alors il est libérateur en première mi-temps, peut-être au meilleur moment. Ouais, après je pense que c'est pas un très bon match de notre part, il faut être honnête, voilà, la lucidité de le dire, on est heureux des 3 points mais on a fait un match techniquement pas très bon, on avait beaucoup de situations de contre où on doit tuer, on n'arrive pas à le faire et même à la fin garder plus le ballon, plus faire tourner, voilà, il y a de la fatigue forcément mais c'est sûr que dans la gestion du match on doit faire beaucoup mieux. Oui, très frustrant parce que les Girondins ils pouvaient revenir à tout moment, justement le fait de pas tuer ce match alors qu'il y a les opportunités, mais bon, face à aussi une belle équipe de Bordeaux. Ouais non mais ils ont, Bordeaux ils attaquaient bien, ils nous pressaient bien, on a eu du mal à sortir le ballon mais il fallait casser le pressing, essayer d'allonger et c'est ce qu'on n'a pas trop su faire et puis voilà, je disais dans la gestion du match on a des situations, elles sont énormes mais il faut se mettre à l'abri pour pouvoir souffler un peu parce que là voilà, on a dû batailler jusqu'au bout. Ouais, ça tire la langue un petit peu là. Un peu, mais il reste 3 matchs avant la trêve, donc on va s'accrocher, on a des matchs importants, donc il va falloir bien récupérer, mais voilà, ce qui était important c'était de gagner, on sait que si on va aller haut, il faut faire carton plein à domicile et c'est ce qu'on fait. Paul Bass, première mi-temps très équilibrée, finalement vous prenez ce but au plus mauvais moment et une deuxième mi-temps aussi équilibrée, un peu cadenassée. Ouais, c'est frustrant, c'est rageant, on peut être déçu ce soir. Je pense qu'on s'est créé les meilleures occasions en première période. C'est une belle équipe, c'est costaud, c'est fort, mais on a réussi à faire des choses, à les mettre en danger sur des transitions. Après, le premier but, on le prend, il n'y a pas forcément d'occasion, mais c'est un beau but. Deuxième, voilà, sur un coup de pénalité, c'est toujours rageant parce que je pense que dans le jeu, on aurait pu espérer mieux et mériter mieux parce qu'on a eu quelques situations intéressantes. Ça ne doit pas nous arrêter dans notre élan. On peut avoir des regrets. Je ne dis pas qu'on méritait les 3 points, mais je pense qu'on méritait le match nul. C'est frustrant, ça se joue à des petits détails. Là, c'est le très haut niveau, c'est une très belle équipe, donc ça se joue vraiment sur des petits détails. Et voilà, on va travailler là-dessus, on va continuer. Il nous reste 3 matchs avant la trêve.
voilà, faut pas lâcher, on va bien récupérer, on rejoue très vite mercredi. Donc il y a eu des bonnes choses, mais c'est frustrant parce qu'on voulait compter de prendre des points. Paul Bass, le défenseur de Bordeaux, et Benjamin André. On va s'intéresser à la dernière rencontre de cette 14e journée. C'était la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. C'est l'Olympique lyonnais qui va s'imposer dans cette rencontre face à des Parisiens en manque de justesse technique. On les a trouvés un peu fatigués, ces Parisiens. Peut-être que le match de Ligue des Champions remis le lendemain a aussi donné beaucoup de pression et de fatigue aussi, mais on les a trouvés moins avenants, les Parisiens, et ils vont s'incliner sur un but de Tino Kadewere, 35e minute de jeu. Et il y aurait pu avoir d'autres buts également dans cette partie, mais les Lyonnais ont fait un excellent match, hein. Moi c'est mon avis, si vous êtes d'un avis contraire, n'hésitez pas à venir nous le dire au 03 81 50 67 51, et on va regarder les réactions déjà. Celle de Thomas Tourel, lui qui parle d'un match faible, d'un niveau très bas. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec lui, car l'Olympique lyonnais a fait son match. Les Parisiens n'étaient pas dans un grand soir. C'est comme ça arrive dans une saison. Et il y a eu aussi la grave blessure de Neymar. On espère que ce n'est pas très important et qu'il pourra revenir très rapidement. Et on va écouter également Rudy Garcia qui, lui, il n'est pas vraiment d'accord avec Thomas Tourel. Pour lui, son équipe a annihilé toutes les attaques de cette équipe du PSG. On les écoute. Oui, on n'était pas prêt pour jouer un match. C'est très facile. Pas prêt mentalement pour jouer un match sur un niveau comme ça. Le niveau, honnêtement, c'était très bas. Je dois dire, de les deux équipes, ce match était un match sur un niveau très très bas. Mais quand même, c'est notre faute parce qu'on n'était pas prêt pour jouer un match. Oui, je suis très surpris parce que pour moi, c'était un moment pour continuer. C'était un moment où c'est nécessaire de continuer, de montrer que on avance, mais c'était un grand pas en arrière. Si effectivement, quand Paris ne peut pas développer d'action et tire pas beaucoup au but et cadre peu le peu de tirs qu'il a fait, c'est pas un bon match, donc c'était pas un bon match, mais ça veut dire que surtout on a bien défendu, on a annihilé leurs forces, et après on a suffisamment bien joué offensivement pour marquer au moins une fois, mais si j'ai des choses à regretter, c'est ça. C'est qu'on a été capable d'aller tenir le ballon chez eux, même s'exposer à des contres en deuxième période. Mais je pense que dans l'avant-dernière passe et la dernière passe, on aurait dû faire beaucoup mieux, être beaucoup plus précis, beaucoup plus juste. Et je pense qu'on aurait pu gagner plus largement. Après, j'oublie pas que si la sanction sur Thiago Mendes peut sembler logique, le penalty sur Memphis Depay a été complètement oublié. Et qu'à ce moment-là, ça aurait fait 2-0 et que je pense que la victoire aurait été encore plus belle pour nous, mais on est très satisfait d'avoir gagné ici contre non seulement la meilleure équipe de France, mais aussi l'une des meilleures équipes européennes, évidemment. C'est terminé, c'était la dernière rencontre avec le classement. Lille est à 29 points, suivi de Lyon, 29 points, 3e le Paris Saint-Germain à 28 points, 4e Marseille avec 27 points. En bas de tableau, on retrouve à la 18e place Nîmes 11 points, Reims 19e avec 10 points et 20e Dijon avec 9 points. Classement des buteurs, Kylian Mbappé toujours devant avec 10 buts devant Boulaïdia, le Rémois. Mercredi 16 décembre, il y aura la 15e journée de cette Ligue 1 avec les rencontres à 19h, Angers-Strasbourg, Dijon-Lille, Montpellier-Metz, Reims-Nantes, Nîmes-Nice, Rennes-Marseille, Bordeaux-Saint-Étienne. On aura également, vous avez vu que je fais un petit peu tout en même temps. On aura également Nîmes-Nice, pardon, à partir de 21h, Rennes-Marseille, Bordeaux-Saint-Étienne, Monaco-Lens et Paris Saint-Germain-Lorient. Et on retrouvera également Lyon-Brest, ce sera ce mercredi. Eh bien, on en a terminé de la Ligue 1. On va maintenant s'intéresser à ce qui va se passer en Ligue 2. Et on va commencer par le jingle qui va bien. C'est parti, Ligue 2 BKT, on y va.